Bonjour les amis et fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Une vidéo économique, mais bon, si on est suiveur de l'Olympique lyonnais, il faut bien à un moment donné se baser sur les chiffres, parce que si on ne comprend pas l'économie, on ne comprend pas le mercato, on ne comprend pas pourquoi la DNCG nous a bloqués. Et justement, l'OL vient de publier donc les chiffres. Alors malheureusement, il n'y a que les chiffres des revenus. Malheureusement, on ne connaît pas les charges. Donc de l'OL sur le premier trimestre 2023-2024. Alors des chiffres, il y en a beaucoup. Certains veulent dire de bonnes choses, d'autres de moins bonnes choses. Donc je vais essayer, dans la mesure de mes capacités, d'expliquer un petit peu ces chiffres et de me demander si ces résultats sont de nature à nous permettre de passer l'obstacle DNCG. Pour vous expliquer rapidement comment fonctionne la DNCG, en fait au mois de juin, vous proposez ce qu'on appelle un bilan prévisionnel pour l'année 2023-2024, dans lequel vous allez essayer d'évaluer vos revenus, d'évaluer vos charges, et la DNCG dit écoutez, ça passe ou ça passe pas. Il faut savoir que lorsque vos charges de salaire, je précise bien les charges de salaire, c'est-à-dire l'ensemble des salaires des joueurs, du staff, des employés du club, plus les charges sociales, dépassent 70% de vos revenus, la DNCG vous met en situation d'encadrement. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Quand j'ai fait une vidéo de plus de 40 minutes sur les vrais chiffres de l'Olympique lyonnais, je montrais que la masse salariale restait encore beaucoup trop importante. Elle reste très importante, on ne la connaît pas exactement. En fait, pour avoir plus de visibilité, il faudra attendre le mois de février, la publication du premier semestre, puisque par semestre, l'OL publie les revenus, mais aussi les charges, ce qui nous permet de voir un petit peu l'état de notre club. Donc je vais essayer d'apporter des explications et je vous donnerai en conclusion mon point de vue sur le passage devant la DNCG. Est-ce qu'il sera positif ou pas? Donc on nous dit déjà ici progression de 22% du total des produits à 123 millions. Alors évidemment, dit comme ça, c'est impressionnant. Plus 22 millions par rapport donc au premier trimestre 2022-2023. On se dit c'est vraiment bien. On nous dit également recette moyenne jour de match en hausse de 7%, revenu moyen par spectateur en jour de match en hausse de 14%. Bon, ces points-là sont très importants parce que vous allez voir que quand on regarde les premiers chiffres, on pourrait se dire que c'est pas bon du tout. Et finalement, c'est pas si mauvais que ça. Alors, on va commencer par le global et ensuite on rentrera dans le détail. Donc effectivement, l'année dernière, au premier trimestre, nous avions 101 millions de revenus. Et donc cette année, on est à 123 millions, augmentation de 22%, mais évidemment une augmentation qui est nettement liée, très nettement liée à la vente de joueurs. Puisque vous voyez que l'année dernière, on avait vendu pour 44 millions, donc essentiellement Lucas Paqueta. Et cette année, alors je parle à partir du 1er juillet, ce qui a été fait avant n'est pas inclus. Donc on a essentiellement Lukeba, on a essentiellement Barcola et Romain Fèvre, plus quelques petits ajouts, notamment Thiago Mendes. Donc évidemment, cette augmentation, elle est due essentiellement à la vente de joueurs. Si on regarde dans le détail, donc on voit que la billetterie est en baisse de 38%, que les droits télé sont en baisse, mais alors colossal, mais vous allez voir qu'il ne faut pas s'inquiéter, en tout cas pour l'année 2023-2024. Après, ce sera différent. On voit que les partenariats et la pub sont également en baisse, les produits de la marque, les produits dérivés sont en baisse. Il n'y a que les events qui ont progressé, et notamment les grands événements. Donc je pense que là-dedans, on doit avoir la Coupe du Monde de rugby. Alors pourquoi il ne faut pas s'inquiéter outre mesure donc de la baisse de la billetterie, du marketing, du partenariat et des ventes de produits dérivés? Tout simplement parce que au premier trimestre 2022-2023, nous avons eu 5 matchs à domicile, alors que cette année, on n'en a eu que 3. Donc c'est pour ça que le revenu moyen par spectateur a augmenté de 14%.
alors que le produit global a baissé. Mais évidemment, à partir du 2e, 3e et 4e trimestre, ces sommes-là vont à nouveau augmenter, même si, et là c'est un peu un effet pervers du passage à 18 clubs, eh bien on aura évidemment 2 matchs en moins à domicile par rapport à la saison passée. Donc au final, il y aura quand même une augmentation, mais elle est moindre que si on avait eu évidemment beaucoup de matchs. Vous voyez évidemment que ce qui nous plombe pas mal, c'est dons Europe, et en Europe, eh ben, il n'y a rien du tout. On a juste reçu 200 000 euros de l'UEFA, qui doit être un reliquat de notre passage en Ligue Europa. La saison, pas la saison dernière, la saison d'avant. Donc vous le voyez, pour le moment, finalement, les chiffres ne sont pas si désastreux que ça. Au contraire, hein, ils sont même plutôt positifs. Et évidemment, la vente de joueurs nous permet de booster nos revenus sur le premier trimestre. Deuxième chose par rapport, cette fois, aux droits télé. Donc on voit qu'on est en nette baisse, mais, et ça c'est extrêmement important, au premier trimestre 2022-2023, on avait bénéficié d'un versement de 16 millions donc de CVC, hein, vous savez. La LFP, donc la Ligue de football professionnel, a créé une société commerciale. Et cette société commerciale va reverser 13% des droits de télé, hein, pour simplifier, à CVC. En contrepartie, CVC a donné tout de suite 1,5 milliard. Et ce 1,5 milliard, l'Olympique Lyonnais va en récupérer un peu plus de 100 millions. Et il nous reste 50 millions à percevoir dans le courant de l'année 2023-2024. Mais l'année dernière, on a perçu ce montant de 16 millions au mois de juillet. Là, on ne l'a pas encore perçu, mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc évidemment, c'est ça aussi, ça va se réguler au cours de l'année. Vous le savez, la vente de l'OL Reign est en cours, l'acquisition par Michel Kang de l'OL féminin est également en cours. Donc ça aussi, ça va rapporter. Et on apprend dans le détail qui nous est donné, eh bien que non seulement l'OL féminin est déficitaire, mais même l'OL Reign est également déficitaire. Donc finalement, bon, après, je comprends que certains qui apprécient beaucoup le foot féminin soient déçus que cette équipe qui gagne et qui a encore gagné 9-0 en Ligue des Champions hier soir quitte le giron Olympique Lyonnais, on va dire masculin maintenant, hein, il faut parler d'Olympique Lyonnais masculin. Mais en tout cas, sur le plan financier, c'est pas forcément une mauvaise opération. Évidemment, pour l'image de marque du club, c'est pas bon, puisque Jean-Michel Aulas n'avait plus que les titres de l'OL féminin à mettre en avant sur les dernières saisons pour expliquer que le club allait très bien. Alors justement, est-ce que ce bilan, est-ce que ces résultats vont convaincre la DNCG de lever notre encadrement? Alors, selon moi, oui. Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà expliqué, 70% de vos dettes salariales, de vos charges salariales, ne doivent pas dépasser 70% de l'ensemble de vos revenus. Et là, on voit très bien que si on rajoute, donc déjà on est à 123 millions, donc on est largement au-dessus de l'année dernière. Si on rajoute CVC, donc ça fait 50 millions. Si on rajoute l'OL Reign, ça fait encore 50 millions de plus. Si on rajoute l'OL féminin, donc là faudra voir un petit peu, mais on table aussi sur on va dire 30 ou 40 millions. Donc vous voyez que ça ne va pas cesser de progresser. Donc si on se base sur quelque chose de purement mathématique, il y a fort peu de chances que l'on soit à 70%. Donc normalement, je dis bien normalement, la DNCG devrait lever le blocage. Donc comme je le disais en début de vidéo, elle regarde au mois de juin le bilan prévisionnel et ensuite elle regarde si vous avez tenu vos engagements. Vous savez que John Textor avait dit qu'il ne vendrait pas Lukeba Barcola. Finalement, il l'a fait, donc il est largement au-dessus de ce sur quoi le club s'était engagé au mois de juin. Donc normalement, et je dis bien normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste. Ce qui pourrait inquiéter la DNCG,
c'est évidemment notre classement actuel. Vous le savez, on est dernier du championnat, mais on va dire, si on veut voir le verre plutôt à moitié plein que le verre à moitié vide, si on regarde sincèrement la Ligue 1, il faut bien dire que cette saison, elle est vraiment pourrie. Elle est très très mauvaise. Il y a, je dirais, au-delà de la 4-5e place, et encore, on va recevoir Lille. Si on regarde les résultats et les productions de Lille, c'est pas flamboyant. Eh bien, d'une certaine manière, ça nous donne, si on arrive à se remettre la tête à l'endroit, l'opportunité de se dire, si on arrive, je dis bien, si on arrive à enchaîner 2-3 victoires, ça nous ramène tout de suite au milieu de classement. Alors, avec un mercato d'hiver intéressant, on peut effectivement espérer se replacer dans le ventre mou du championnat et arrêter de se faire peur avec cette Ligue 2. Alors, des paroles aux actes, évidemment, il y a un pas. Le résultat face à Rennes est un petit peu à double tranchant parce que effectivement, prendre 3 points, ça nous donne un peu d'air, surtout juste avant la trêve. Mais la production, notamment la production offensive, n'a pas été exceptionnelle. Après, il faut aussi regarder plus loin. Il est clair que l'Olympique Lyonnais est absolument incapable de construire face à une équipe bloc bas. Or là, avec les équipes qu'on va jouer, que ce soit Lens, que ce soit Lille, que ce soit Monaco, eh bien, on va jouer des équipes qui auront plutôt la possession de balle et donc nous, on va procéder en contre. Peut-être serons-nous plus à l'aise dans ce dispositif, surtout si notre défense tient, ce qui évidemment reste un problème puisque depuis le début de la saison, on prend quasiment 2 buts par match. Donc rendez-vous compte, quand vous prenez 2 buts par match, ça veut dire que vous commencez le match avec 2 buts dans les dents. Et comme on a beaucoup de mal à marquer, eh bien évidemment, ça ne vous rend pas très optimiste. Après, mais là aussi, ce n'est que mon point de vue, je me dis, est-ce que nos attaquants peuvent être plus nuls que ce qu'ils sont jusqu'à présent? Est-ce que Nuama, est-ce que Jeffinho, est-ce que Lacazette, est-ce que Cherki, est-ce que éventuellement Kadewere, est-ce que Morera, qui a un peu disparu de la circulation, est-ce que ces mecs-là, et Baldé, est-ce qu'ils peuvent continuer à être toujours aussi nuls, aussi mauvais? Moi, je pense que non. Peut-être que je me trompe. Mais on peut espérer quand même qu'à un moment donné, ils commencent à mettre au fond. Parce que on va regarder la stat des expected goals. Vous le connaissez donc cette statistique qui permet de qualifier la qualité de vos occasions. Normalement, quand tout se passe correctement, vous devez avoir un nombre de buts à peu près équivalent à vos expected goals. Quand vous êtes très bon, vous avez plus de buts que vos expected goals, et quand vous manquez de réussite ou que vous êtes mauvais, en fait la question c'est de savoir est-ce qu'on est mauvais ou est-ce qu'on manque de réussite. Donc on va regarder ça et on va voir qu'on est très 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 en dessous des buts marqués par rapport aux expected goals. Alors pour connaître ce différentiel, on a ce qu'on appelle XGD. Alors je sais, c'est un peu barbare, vous allez dire vraiment entre les chiffres les chiffres financiers et les chiffres de statistiques qui nous cassent les pieds. Mais bon, à un moment donné, il faut, je pense quand même, jeter un œil là-dessus. Alors XGD, ça veut dire quoi? C'est la différence entre vos expected goals, c'est-à-dire les buts que vous auriez dû marquer, et les buts que vous avez effectivement marqués. Donc quand vous êtes à plus, par exemple le Paris Saint-Germain, ils sont à plus 14. Alors évidemment, quand vous avez un type comme Kylian Mbappé, ça aide à avoir plus de buts que d'XG. Ça veut dire que le Paris Saint-Germain a marqué 14 buts de plus que ce que ses expected goals prévoyaient. Donc évidemment, c'est colossal. La plus mauvaise équipe dans ce domaine, c'est Toulouse, qui a marqué quasiment 11 buts de moins que ses expected goals. Idem pour Metz, qui a mis 9 buts de moins que ses expected goals. Et vous voyez que nous, on a marqué 6 de moins. Or, la plupart des matchs que l'on a perdus, on va dire, face à des équipes de notre niveau. Je ne parle pas du PSG, je ne parle pas du naufrage face à Montpellier. Tous ces matchs-là se sont clôturés avec un but d'écart. Donc soit on a fait un nul,
soit on a perdu d'un but. Par exemple, contre Clermont, on perd 2-1. Il y a d'autres matchs comme ça où on perd vraiment de pas grand-chose. Et bien évidemment, l'efficacité de vos attaquants joue énormément. Donc vous voyez qu'on est à 6. Alors, on n'est pas la plus mauvaise équipe dans cette catégorie-là, mais on est parmi les plus mauvaises équipes. Ce qui veut dire que on aurait dû marquer au moins 13 buts, et au final, on n'en a mis que 9. Donc dans des matchs qui se jouent à un but, évidemment, ça fait la différence. Et on peut espérer que des Lacazette, des Jefinho, des Nuama, voire Ryan Cherki, eh bien, inversent un petit peu cette tendance et commencent à mettre au fond les occasions qu'ils ont. Alors là aussi, c'est une perspective, hein, mais encore faut-il la matérialiser. Vous voyez que par exemple Marseille, qui n'est pas très bien classé, a marqué 8 buts de plus que les buts attendus, ce qui veut dire que d'une certaine manière, eux, ils ont surperformé en termes de buts par rapport aux occasions qu'ils ont eues. Donc je trouve que dans l'absolu, ils devraient plus s'inquiéter que nous, parce qu'on peut penser qu'on va quand même renverser un petit peu cette situation. Si vous voulez, on va regarder la différence par rapport à l'année dernière. Et voir que peut-être que si nos attaquants, si nos joueurs offensifs sont plus efficaces, eh bien on va redresser la situation. Et vous le voyez ici, donc la saison passée, on était à plus 9,5, donc on avait mis 9 buts de plus que nos XG. Donc bon, pourquoi? Parce qu'on a des bons attaquants, normalement. Bon, certes, on a perdu Barcola, hein, ce qui n'est pas rien. Mais vous voyez que si on arrive à revenir à à 0 ou à plus 1, eh bien écoutez, on peut peut-être faire basculer tous les matchs là qui se sont joués à un but d'écart, on peut peut-être les faire basculer dans notre sens, soit pour obtenir des matchs nuls, soit pour obtenir des victoires. Bon, je reconnais, c'est de la prospective, ce n'est fondé sur rien, puisque nos joueurs sont en déficit de confiance, peut-être même que ils sont en déficit de qualité, mais on va dire voilà, c'est la vision plutôt positive de ce qui peut se passer. En tout cas voilà, selon moi, la DNCG devrait nous laisser bosser en janvier, nous lever donc les restrictions. En tout cas, c'est pour moi la tendance. Après, si on est toujours dernier, si on voit que ça ne décolle pas, elle pourrait dire non. Par exemple, nous dire pour le mois de janvier, on va vous autoriser à recruter pour 10 millions de transferts. Par contre, la masse salariale, elle ne doit pas bouger. Ce qui veut dire que si vous voulez recruter, non seulement vous serez limité dans le montant des transferts, mais vous devrez faire partir des joueurs. Or, nous avons des joueurs avec des très gros salaires. Je pense à Lovren, je pense à Tagliafico, je pense à Lacazette. Si ces joueurs-là venaient à partir, évidemment, ça vous ouvrirait énormément de masse salariale. Mais bon, on n'en est pas là. On va voir comment la saison va évoluer jusqu'à la trêve hivernale. Est-ce qu'on aura réussi à sortir de la zone rouge? C'est pas sûr, c'est possible, mais bon, on verra bien. Ça peut conditionner beaucoup de choses pour la suite. Voilà, en tout cas, bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que les choses sont plus claires pour vous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.